Entre une émission ultra produite de 1 heure dans un délai de temps de moins d'1 semaine et une veillée nouvelle-annesque à préparer, certains diront que mon dédain quant à la fin de saison à la mi-décembre est un petit peu trop basé sur un ressentiment personnel et non sur un sentiment parfaitement neutre. Et sachez que si vous venez à me dire ça, je le prendrai très mal et je répondrai d'une manière peu agréable parce que mon ego sera vexé. Tout ça pour dire que j'ai préféré prendre le temps qu'il fallait pour préparer au mieux la blablaterie du jour, où je vais tenter de faire un retour sur la saison de chaque pilote, et étant donné que ça va être très long, je vais essayer de faire ça sous forme d'un top 20 pour essayer de séduire l'abonné moyen. Alors, si tu te sens concerné, cher abonné moyen, je te prie d'excuser ma tentative de séduction, c'est déplacé de ma part, parce que voilà, mon cœur est déjà pris. J'ai abandonné l'idée de faire un top 20 aléatoire, comme j'avais fait à la mi-saison, parce que j'ai compris que l'absence de subtilité d'une telle blague est un peu trop compliquée pour tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de faire ça un minimum sérieusement. J'espère que tu t'en remettras. Donc allez, on y va. En numéro 20, Valtteri Bottas. Non, je rigole, ça va, calme-toi. On admettra sans trop de difficulté qu'avec une nouvelle réglementation technique et un nombre de jours de tests limités, ça s'annonçait un peu difficile chez les rookies et particulièrement chez Haas, parce que dans une voiture déjà critiquée par Grosjean et Magnussen en 2020, à cause de son imprédictibilité, ou je sais pas comment ça se dit, du fait que la voiture n'allait pas du tout être améliorée en 2021, on pouvait s'attendre à ce que ce soit pas terrible, mais fichtre, je ne m'attendais pas à voir ça, et encore moins à voir Nikita Mazepin autant en difficulté. Avant de mettre en lumière ce qui n'allait pas, on va essayer de mettre à son crédit le fait qu'il a très rapidement réduit le niveau de casse après son crash lors de la première manche, et qu'il n'a jamais pu trouver son aise dans son châssis, ou dans ses châssis. Petit retour en arrière, je rappelle que toutes les équipes ont roulé, enfin presque toutes les équipes, ont roulé avec les châssis de 2020, réduction des coûts, tout ça, et Mazepin, lui, il a hérité du châssis de Grosjean, ou plus exactement, il n'a pas hérité du châssis de Grosjean, qui a été totalement anéanti lors de son crash à Sakir. Fittipaldi avait terminé l'année en remplaçant Grosjean dans un châssis un peu plus lourd, donc un plus ancien, et lors de l'intersaison, donc pendant l'hiver, Haas a produit un nouveau châssis qui était, selon Mazepin, totalement différent de celui qu'il avait eu en essai libre, donc aux essais privés, que Schumacher avait pour le reste de la saison. Donc il a passé toute l'année à jongler entre celui qui était imprévisible qu'il n'aimait pas et celui qui était plus lourd que celui de son coéquipier, donc ça peut se mettre un peu dans la balance. On va également continuer avec les quelques bons points, puisque faut essayer de trouver du bon et du mauvais chez tout le monde. Il a généralement de bons premiers tours, il gagne toujours quelques places, son rythme de course s'est nettement amélioré Grand Prix après Grand Prix. Et voilà, on a fait le tour, parce que y a toujours des qualifications assez mauvaises, à pratiquement 9 dixièmes de son équipier en moyenne, c'est particulièrement inquiétant. Il a mis bien trop longtemps à comprendre qu'il devait aussi surveiller les drapeaux bleus, et le pire pour moi, c'est pas tant son rythme qu'on peut excuser à la vue du contexte de la saison, encore une fois, c'est n'importe quoi, mais c'est plus sa dangerosité en roue contre roue. Il y a eu quelques belles batailles avec Schumacher, super dépassement au Brésil, super dépassement à Silverstone, mais il a aussi porté les mauvaises manœuvres qu'il avait déjà démontrées en Formule 2 en 2020. Il a, à quelques occasions, failli très mal finir avec Schumacher ou Tsunoda. Je pense à Tsunoda surtout pour la Russie. Ça aurait mérité d'être recadré un peu par la direction de course, selon moi, mais bon... On va pas tout de suite entrer dans la direction de course, on va essayer même de le faire le moins possible. Tout ça pour dire que pour la note de Mazepin, je lui mets un 9 à la coque. Yuki Tsunoda! Mon propos initial se répétera pour Petit Noda, à la différence qu'il bénéficiait d'une bien meilleure machine que la Haas. Quand même. Il a démontré à 2-3 reprises les étincelles qu'on avait pu voir en lui dans les catégories inférieures, et j'espère que cette saison d'apprentissage va l'aider à maximiser son potentiel. À Bahreïn, à Abu Dhabi, il semblait non seulement dans le rythme de son coéquipier, mais aussi capable de le mettre à mal. Mais en dehors de ces deux miracles, on a pu le voir occasionnellement faire quelques prestations honorables, dignes d'un pilote débutant dans un peloton compétitif, donc pas trop mal. Mais dans l'ensemble, j'ai souvent eu l'impression qu'il était paumé, quoi. Il y a 7 entrées dans les points contre 15 pour Gasly, un écart en qualification qui est aussi très élevé, et ça se traduit évidemment par des écarts énormes sur la grille de départ. Alors malgré tout, comme je le disais, il a montré des choses intéressantes, notamment en roue contre roue.
Mais dans l'ensemble, ça reste un peu trop brouillon, donc il y a eu de belles défenses, mais il y a eu aussi des attaques un petit peu kamikazesque, j'ose le mot. C'est pour ça que je pense qu'il démontre qu'il a l'instinct pour faire ce genre de choses, mais qu'il lui manque juste un peu de finesse et de confiance pour parvenir à faire ça bien. Après, sincèrement, je pense pas avoir grand chose de plus pertinent à ajouter. Si vous voulez plus de Tsunoda, je me suis un peu plus penché sur la question de son parcours dans une émission consacrée aux rookies cette année. Donc voilà, si tu veux une petite annexe, tu pourras la trouver. Ah oui, et pour la note, je lui mets un 2, Vinci. 18e, Nicolas Latifi. Ah là là, Nicolas. Je pense que j'ai pas mal souligné tous les problèmes inhérents à Latifi, et la raclée que lui colle son coéquipier est assez évocatrice. Mais on va pas tirer sur l'ambulance, ou sur Latifi non plus, parce que là c'est complètement illégal, c'est un meurtre, donc on va pas lui tirer dessus, mais ça va permettre de mettre aussi en lumière ce qui peut l'être. Il a enfin battu Russell en qualification, à 2 reprises certes, mais sur 21, mais il l'a fait au moins. Et objectivement, je pense pas qu'on puisse applaudir ça, mais il faut souligner son bon rythme de course. Honnêtement, je pense qu'il m'est impossible de le classer plus haut à cause de la machine qui ne l'a pas aidé, hein. Les pilotes qui passent la saison en 17e place parce qu'ils peuvent pas faire mieux avec leur machine, c'est dur de vraiment arriver à les jauger. Mais peut-être qu'avec du meilleur matériel, il aurait pu se mettre un peu plus en avant le dimanche. On peut avoir envie de souligner sa 7e place en Hongrie, mais je n'utiliserai pas ce Grand Prix pour vanter ses mérites, parce que je trouve qu'il a beaucoup bénéficié du chaos du départ pour être au bon endroit à l'arrivée, et en Formule 1, je le dis tout le temps, il est primordial de savoir capitaliser sur ses opportunités, mais il faut reconnaître que ce jour-là, Russell, il l'a détruit en termes de rythme. C'est juste que le départ n'a pas bénéficié à tout le monde dans le même sens, et avec la course désastreuse que Tsunoda avait eue justement en Hongrie, pour revenir un peu sur Tsunoda, je rappelle que Tsunoda finit 6e, mais au départ, Gasly est bon dernier, et en fin de course, Gasly termine devant lui avec le meilleur tour et avec pratiquement un pit stop d'avance. C'était assez désastreux de Tsunoda ce jour-là, donc je pense que honnêtement, vu le rythme que Russell affichait, il y avait moyen que Williams aille même chercher Tsunoda en fin de course. Mais pour dire du bien de Latifi, j'irais parler de son Grand Prix du Brésil, son Grand Prix d'Italie, où tout le week-end, et même en course notamment, il semblait sur un meilleur rythme. C'est juste qu'il avait été malchanceux avec les safety cars dans les 2 cas. Mais pour la peine, j'ai envie de lui mettre un D, parce que c'est pas décevant. Ça n'a aucun sens. Et puisqu'on est sur les pilotes qu'il est difficile de placer plus haut à cause de leur machine, j'ai envie de parler un peu de Schumacher, impressionnant sur beaucoup de points. Son calme, sa maturité, qui me rappelle un peu des Hamilton, Russell ou Leclerc dans leur première saison. On peut évidemment déplorer la casse, hein, selon les geeks économiques de Reddit. C'est celui qui a le plus coûté à son équipe en termes de réparation. Et on peut pas dire que ces casses ont été aidées par de nombreuses luttes dans le peloton, comme pour Verstappen ou Bottas, par exemple, qui sont aussi parmi les plus coûteux. C'est surtout que pour Schumacher, la casse, elle a été provoquée toute seule. On peut malgré tout féliciter il a eu 2 Q2 dans une voiture qui n'y aurait probablement jamais eu sa place sans un pilote capable d'extraire la performance de sa voiture. Alors, on va pas se mentir, en France, il s'est un petit peu aidé en causant le drapeau rouge juste après avoir fait le beau temps. Mais sinon, à part ça, en parallèle, j'ai souvent été impressionné par la fluidité avec laquelle il pilotait sa machine qui semblait pourtant avoir des sous-virages assez absurdes, des coups de survirage totalement aléatoires en sortie de virage, alors que, en comparaison, Mazepin semblait énormément en train de corriger complètement paumé. Donc je me dis, quitte à voir Schumacher en fond de grille, ça aurait été intéressant de le voir face à un pilote expérimenté, justement. Je sais que des personnes bien plus intelligentes que moi l'ont placé peut-être un petit peu plus haut dans leur estime de cette saison. C'est juste que pour moi, sans vraie référence en face de lui, et avec le contexte et tout, j'ai un petit peu de mal à lui donner mieux que cette position. Et en prenant tous ces facteurs FedEx que j'ai évoqués, je peux pas lui mettre plus que 5. Je vais faire un tir groupé. Ah, c'est nul. Sur les pilotes Alfa Romeo, je vais le refaire 2-3 fois aujourd'hui pour d'autres pilotes que j'ai du mal un petit peu à différencier.
Donc voilà, j'ai mis Giovinazzi, Raikkonen, je les mets côte à côte. Avec le recul, je mettrais Giovinazzi 16e derrière Raikkonen, parce que bon, hein, c'est super, 13-7 en qualification, il y a un écart moyen d'à peu près 3 dixièmes entre les deux, donc super boulot en qualification de Giovinazzi, il s'est énormément amélioré de ce côté-là, et je suis peut-être seul sur ce coup-là, mais moi j'essaye de dire ce que je pense, donc je vais le faire. Hop, attention, je vais me mouiller. De toute façon, j'ai pas besoin de te dire que si t'avais envie d'écouter des professionnels parler, t'irais pas sur une chaîne indépendante sur YouTube qui s'appelle Blabla. Mais bon, voilà, mon avis, c'est que j'ai toujours eu tendance à penser que la Formule 1, c'était le dimanche, et pas trop le samedi. Sauf en Belgique. Le samedi, c'est là pour faciliter le dimanche, mais la réalité, c'est qu'en course, c'est 12-7 en faveur de Raikkonen. Je place Raikkonen juste devant, et je sais que beaucoup ont souligné à quel point il était temps qu'il dégage, avec toutes ses déclarations, il révèle son impatience à l'idée de se barrer, avec la fessée, hein, qui s'est pris en qualification, les erreurs un peu bêtes qu'il a faites à Imola, au Portugal, en Autriche. Mais si je dois les comparer, bah déjà, Giovinazzi, en termes de boulettes, il en tient une bonne couche. Et voilà, en termes de Grand Prix, Raikkonen, ça reste une sacrée référence en termes de rythme de course, honnêtement. Hein. Il a un abandon de plus, qui est de sa faute, certes, hein, au Portugal, mais il a aussi 2 non-participations covidiennes et aucune Q3 contre 4 Q3 pour Giovinazzi. Et au championnat, c'est 3 points pour Giovinazzi et 10 pour Raikkonen. Tout aussi expérimenté que Raikkonen puisse être, et que tout aussi désastreuse qu'aient pu être les décisions du muret Alfa Romeo, parce qu'il faut le souligner, c'est exceptionnel hein, ce qu'ils ont fait chez Alfa Romeo en termes de stratégie de course. Là, honnêtement, je crois qu'ils ont gâché presque toutes leurs opportunités, même en prenant en compte, du coup, l'expérience de Raikkonen, les erreurs de l'équipe. Le fait est que Giovinazzi n'a pas su prendre le meilleur d'un pilote qui roulait avec la claire frustration de pas pouvoir s'amuser pour sa dernière saison en Formule 1, donc il avait peut-être pas le même appétit derrière le volant. Un pilote qui admet volontiers qu'il n'est plus aussi rapide qu'il ne l'était encore il y a quelques années, alors que Giovinazzi, il a 28 ans et que là, il jouait sa carrière cette année. Et tout ça, ça me force à admettre que, à mon plus grand regret, il n'est pas à la hauteur du sport, peut-être. Il faudrait peut-être le voir dans une autre équipe, dans un autre contexte, mais pour moi, Giovinazzi, j'étais vraiment derrière lui depuis que je le voyais en GP2, enfin... La saison 2016, il m'avait vraiment impressionné. J'étais peut-être un des derniers fous à militer pour qu'il ait un baquet à plein temps après son intérim en 2017, parce que tout le monde restait sur son crash en Chine. Mais malgré tout, là aujourd'hui, au bout de 3 saisons complètes en Formule 1, je pense qu'on peut dire qu'on en attend un petit peu plus d'un pilote de Formule 1. Alors non, par contre, Giovinazzi n'a rien à rater non plus, il va vite, et s'il arrive à rebondir en Formule 1 dans le futur, comme je le disais, je serais très content. Mais si je plaisante si souvent en disant « Ouais, c'est qui Giovinazzi ?» c'est juste parce que les seuls moments où on remarque qu'il est là, bah c'est quand il tire une belle qualification et qu'il force sa course. La Hongrie, c'était une super opportunité. Bon, il a fait un truc bizarre sur la stratégie, soit, parce qu'au départ en Hongrie, Giovinazzi, c'est le seul qui s'arrête à la fin du tour de formation pour mettre les slicks. Il y a le drapeau rouge, il remet les intermédiaires et ensuite il retourne s'arrêter au stand comme tout le monde, alors que si Alpha avait laissé les pneus slick, eh ben il se serait retrouvé tout seul sur la grille avec Hamilton et là il aurait pu viser un résultat de malade. Mais de toute façon dans tous les cas il aurait pas pu le faire parce qu'il s'est pris 10 secondes de pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Donc c'est ce que j'appelle un gâché. Il fait une super qualification en Italie, il foire tout au départ. Aux Pays-Bas, il se laisse marcher dessus un peu trop facilement et il perd toutes les positions. Et c'est frustrant, et je sais pas si ces faits d'armes doivent diminuer Giovinazzi ou élever Raikkonen, parce que je trouve que Kimi l'a quand même pris un peu cher cette année. Mais bon, c'était de toute façon une saison totalement désastreuse pour Alfa Romeo. Donc là, je pense à l'arrivée de Bottas l'an prochain. J'ai l'impression qu'on va avoir une fusion entre l'expérience de Raikkonen et la vitesse en qualif de Giovinazzi. Alors, je sais pas encore si ça doit me rassurer, mais bon. Du coup, je leur ai mis la même note à tous les deux, ça leur fait un 7,99. On peut peut-être être d'accord pour dire que la saison de Daniel Ricciardo n'était pas au niveau escompté par un pilote qui porte toutes ses attentes et ce niveau d'expérience, et à l'instar d'un Vettel en 2020, je vais mettre sa saison 2021 dans un tiroir, hop, qu'on rouvrira jamais. On va oublier que ça existait, sauf s'il recommence.
Là, on se posera peut-être plus de questions. Alors, McLaren avait produit une machine capricieuse en 2020. Il avait fallu du temps pour que l'équipe, et à l'époque Sainz et Norris, arrivent à en tirer le maximum. Ils ont porté la même voiture cette année, donc je pense que Ricciardo est arrivé au pire moment possible dans l'écurie McLaren pour s'adapter. Et avec le recul, j'ai l'impression qu'il a été tellement habitué à la philosophie haute inclinaison de la Red Bull, et à ces réglages très particuliers sur la pédale de frein, tout ça, enfin qui sont un peu propres à lui, qu'il a jamais réussi à retrouver pied chez McLaren. Je pense qu'on a un petit peu trop tendance à taper sur son année 2019, où il arrivait dans une équipe Renault en pleine chute libre, et où il remettait un petit peu à sa place un Nico Hülkenberg, mais sincèrement 2021 a été une vraie claque. Les Grands Prix d'Autriche, de Monaco, il a été nulle part. Sur 21 arrivées, il rate 8 fois les points. En face, Norris, il les rate qu'en Belgique, là où il n'y a pas eu de course. Alors, plus, je compte pas les abandons, hein, évidemment. C'est inutile de compter les abandons. Mais la zone d'espoir pour Ricciardo, qui demeure, c'est sa victoire. Et on peut pas juste mettre ça au crédit d'une succession de coups de bol, parce qu'il a jamais flanché, il a pris la tête à Verstappen dès le départ, et puis il s'est cassé, il a creusé l'écart. Et en fin de course, quand Norris commençait à vouloir prendre un petit peu sa part du gratin, alors ouais, il y avait peut-être l'équipe qui a dit « Oh, on se calme », mais derrière, Ricciardo, il a remis la petite couche pour les temps autour, ils ont commencé à devenir violets, et puis il a tracé, et puis il a gagné la course avec le meilleur tour. Et c'est ce genre de qualité que McLaren voulait en recrutant Daniel Ricciardo, un vainqueur de Grand Prix. Espérons que 2022 lui permettra de se remettre un petit peu plus à son aise dans des nouvelles Formule 1 aussi. Ça se trouve, il va pas du tout aimer ces nouvelles voitures et il va être paumé aussi, hein, mais bon. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les statistiques de la saison, je le relève de nouveau parce que c'est marrant. Il termine 45 points derrière Norris. Bon, c'est factuel, hein, au championnat. Mais si tu comptes les points de la première à la 8e manche, donc sur 22, donc Bahreïn, Styrie, Norris marque 86 points, Ricciardo en marque 34. Si tu comptes les 13 manches restantes, donc 9e Autriche, 22e Abu Dhabi, Norris c'est 74 et Ricciardo c'est 81. C'est pour la petite statistique rigolote. J'espère que vous rigolez. Mais voilà, en disant cela, j'espère que les fans de Daniel Ricciardo retrouveront peut-être du positif à cette saison, et démontreront aussi qu'en cours de saison, il y a eu une adaptation. Faut pas oublier que McLaren est parti totalement en chute libre en fin de saison, donc c'est pour ça que sur ma note globale, Ricciardo, c'est un 8. En regardant la comparaison Stroll face à Vettel, je vais totalement me contredire sur ce que je disais chez Alfa Romeo, peut-être parce que je suis qu'un être humain et que je suis rempli de contradictions, parce que je trouve que globalement, Stroll a été très satisfaisant en course, hein. On sent qu'il est plus à l'aise le dimanche que le samedi, et c'est ce qu'on voit, hein, sur sa comparaison en course face à Vettel. Stroll termine 10 fois devant Vettel, et Vettel termine 7 fois devant lui. Lorsqu'ils terminent tous les deux la course, bien évidemment. Mais mon gros problème, c'est toujours qu'il manque cruellement de créativité dans le peloton. Et quand il essaye de faire des trucs, des dépassements, tout ça, très souvent, je trouve que c'est assez brouillon. Il manque de se cracher à plusieurs reprises, en plus avec son équipier en Italie, en Russie, à Abu Dhabi. Et j'ai jamais senti que c'était vraiment l'affaire de deux équipiers qui lâchent rien, un petit peu comme à l'époque Vettel-Weber ou Rosberg-Hamilton. Là, j'ai vraiment senti que c'était juste Stroll qui forçait comme un bourrin. C'est quelque chose qui m'a un peu frustré, et si je reste un petit peu sur ses souvenirs de 2020, où il avait une machine qui lui permettait un petit peu plus d'attaquer, c'est pareil, il galérait dans le peloton. Enfin, face à Perez, par exemple, je suis désolé, je reste bloqué sur Monza et Sakir 2020, je me dis, le mec, il avait la voiture pour gagner la course et il finit 2 fois 3e. Mais bon, pour rester sur 2021, la petite défense qu'on peut trouver à Stroll cette saison, c'est que dans ses meilleurs week-ends, la machine n'était pas forcément au meilleur de sa forme, contrairement à Vettel qui, lui, a su maximiser pratiquement toutes les occasions qui sont présentées à lui. Mais dans l'ensemble, ça reste assez similaire à l'an dernier, je trouve, un petit peu mou, un peu solide en course. Alors évidemment, il faut prendre en compte que la machine, elle a fait un gros saut en arrière. Je pense qu'il y a une grosse marge de progression d'année en année, tout ça. C'est juste que moi, ma marge de patience vis-à-vis de Stroll, elle est en chute libre, parce que il avait eu une super carrière en junior, mais là, honnêtement, je vois plus rien d'intéressant à attendre de lui au bout d'un moment. Pour conclure, j'ai envie de souligner, voilà, les qualifs, c'est pas top, tout ça. Il y a les
crash à Bakou au Mexique qui sont pas brillants. Alors je parle pas du crash en course, hein, je parle du crash en qualif à Bakou. Hein. Le crash en course, il y est pour rien, c'est la crevaison de pneus. Mais en qualification, il se crash du coup à Bakou au Mexique. En France, il arrive pas à produire un tour correct sur 18 minutes, ce qui fait qu'avec tous les drapeaux jaunes et interruptions de séance qu'il y a eu, il s'est retrouvé bloqué en dernière place. Donc je pense qu'aussi ces résultats ont peut-être manqué un peu de peps à cause de ces qualifications, justement. Sauf peut-être au Qatar, où là, pour le coup, il a vraiment bien tenu la course. Il a enregistré son meilleur résultat là-bas, il a mis une petite fessée au Ferrari. Donc en termes de notes, je lui mets un 0,07. Et brouillon reste un bon terme pour parler de tout Aston Martin, parce que Vettel, je trouve qu'il a eu ses très bons et ses très mauvais jours aussi. On pourra mettre totalement à son crédit qu'il n'a pas bien eu le temps de s'adapter à sa nouvelle machine avec les peu d'essais privés qu'il y a eu, et surtout parce qu'il s'est pris tous les problèmes techniques possibles qu'il y avait dans la voiture, je crois. En tout, il a dû avoir une demi-journée de roulage, contrairement aux autres pilotes qui ont eu au mieux un jour et demi. Mais bon, il s'est bien rattrapé en prenant la 5e place à Monaco, et en Belgique aussi, finit 5e. Pardon. Qu'est-ce que c'est marrant. Il prend les podiums à Bakou, en Hongrie, même si bon, le dernier, il a pas compté. Globalement, il a quand même été là pour prendre le résultat. Mais j'ai le sentiment que, voilà, chaque fois qu'il y avait une grosse opportunité à prendre, il l'a pris. Dans le peloton, j'y ai vu un Vettel combattant, rusé, intelligent comme on l'aime, et tu sens que le mec, il est là, quoi, qui va chercher sa position, qui tente des trucs, et pas qui force ou qui reste derrière. Et après, de manière générale, une expérience, le genre de truc qui fait que tu sais pas pourquoi, mais au drapeau à damier, il est devant, ou il fait des meilleurs résultats. C'est ce petit truc magique qu'ont des Raikkonen, des Alonso, tout ça, et que Vettel a aussi. Maintenant, pour les mettre sur un pied d'égalité, Vettel n'a pas été aidé par Vettel lui-même au Qatar ou à Silverstone, parce qu'il était dans des belles positions, et il a fait des erreurs un peu bêtes. Il a tenté des trucs un peu désespérés en Turquie, aux Pays-Bas. C'est un petit peu... Bon, en même temps, la voiture, elle était désespérante, pour être honnête. Il y a eu le crash à Bahreïn avec Ocon en début de saison, qu'on peut mettre peut-être au crédit de son manque de roulage, de compréhension de la voiture, je sais pas, mais bon, c'était pas glorieux du tout. Je pense que globalement, on peut dire qu'il a ressorti la tête de l'eau après une année 2020 un petit peu pénible, et en plus beaucoup moins sous le feu des projecteurs peut-être que chez Ferrari. Là, on a vu que Aston Martin, ça marchait pas. On n'avait plus aucune attente peut-être sur Vettel suite à sa saison 2020. Donc peut-être d'avoir pu être un peu perdu en quelque sorte dans le peloton, ça a pu le soulager un petit peu de ce côté-là, lui laisser le temps de se familiariser avec l'équipe, parce que il y a de bonnes choses qui lui ressort déjà beaucoup mieux. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas autant apprécié Vettel. Je vais dire que la dernière fois, ça devait être 2015, c'est-à-dire quand il venait d'arriver chez Ferrari. Ça doit être l'effet de changer d'équipe, ça lui donne le sourire. Et pour la peine, je vais lui mettre un smiley sourire, tiens. 11e place pour Sergio Pérez. Je pense qu'on a vu des étincelles du vrai Pérez cette année, mais force est d'admettre que c'était beaucoup trop rare, hein. Surtout en début de saison. J'osais dire que là où certains pilotes que j'évalue à peu près au niveau de mon classement, certains de ces pilotes me semblent avoir apporté un travail peut-être constamment moyen, tu vois. Checo, pour moi, il a alterné les bons week-ends et les pas bons week-ends les plus frustrants. J'ai exposé ma perception sur ces challenges qu'il a dû affronter cette année. Hop, nouvelle annexe, analyse du dimanche, parce que je vais pas revenir en détail, il y a beaucoup trop de trucs, et de toute façon, la vidéo était beaucoup trop putaclic pour pas que tu ne l'aies vu. Surtout, j'ai pas envie non plus de chercher des excuses. À l'instar d'autres pilotes cette année, je pense qu'on a une idée assez claire de ce qu'il peut faire. Il est là depuis plus de 10 ans en Formule 1, donc espérons qu'il pourra rebondir en 2022. À l'exception d'un week-end désastreux à Silverstone et une bête erreur qui a peut-être coûté un doublé à Imola, je dirais que
en termes de course, de Grand Prix, le dimanche, il a été suffisamment constant, bonne gestion pneumatique, des temps auto réguliers et rapides. En plus, c'est pas le plus important d'être régulier, c'est d'être rapide et régulier. Et en plus de ça, il a une très bonne efficacité pour remonter dans le peloton. En général, il y a eu quelques week-ends, l'Autriche notamment, ou la Styrie, je sais plus dans quel ordre c'était là, où il est resté bloqué dans le peloton beaucoup trop longtemps. Mais maintenant, il n'y a pas de secret. Avec des qualifications globalement médiocres, ses performances en course ont été rendues plus compliquées que nécessaire. Il en est à 12 top 5 sur 22 week-ends en qualification. Dans une voiture qui, au pire, devrait être 4e. Après, au niveau des résultats, il y a évidemment la victoire à Bakou depuis la P7. Preuve qu'il sait se rattraper. À Monaco, il se qualifie 9e, il finit 4e. Preuve que, voilà, il remonte. En Turquie, podium depuis la 6e place. Il a réussi occasionnellement à jouer un peu le jeu de son coéquipier aussi, en tenant Hamilton à Bakou, en Turquie, à Abu Dhabi. On a eu des grands prix d'Autriche, d'Espagne ou du Portugal où il a juste été trop loin parce que il arrivait pas à remonter, comme je le disais. Et si pour Raikkonen, par exemple, je disais que c'est pas dramatique de compromettre une qualification pour avantager la course, le fait est que Pérez a complètement compromis ses grands prix à cause de ça. Donc là, j'ai envie de lui mettre la note symbolique de 9 volts et j'espère le voir beaucoup mieux en 2022. On entre dans le top 10 avec Georgie Boy Russell. Après 2 saisons à VGT en fond de grille, 2021 a permis de mieux mettre en avant le potentiel de Russell et surtout lui permettre de se battre dans le peloton. Enfin! Après son incident avec Bottas en début de saison, je trouve qu'on l'a senti vraiment frustré. À mon avis, la conséquence de cette belle occasion non conclue à Sakir avec Mercedes, suivie d'un retour en fond de grille, et même je pense que s'il avait gagné à Sakir et que la course d'après, il retourne dans la Williams pour se qualifier 19e, il aurait quand même été frustré aussi. Mais bon, c'est peut-être élevé de le mettre dans mon top 10 alors qu'il a passé la plupart de la saison en 16e place. Mais je pense que cette année lui a permis de gagner un peu plus d'expérience en course en général. Parce que c'est ce qui lui manquait grandement, honnêtement, parce que quand t'es tout seul en fond de grille, tes week-ends ne sont rien de plus que des longues séances d'essai. En plus de cette expérience utile pour son futur chez Mercedes, il a aussi pu démontrer sa vitesse pure avec quelques entrées en Q3, ce que son coéquipier n'a jamais pu répliquer. Il en est à 4 entrées dans les points, qui lui ont permis de battre les Alfa Romeo à lui tout seul, et même si sa non-arrivée sur le podium au non-Grand Prix de Belgique a été un gros coup de pouce au championnat, il a fait le boulot, je trouve, globalement dans le peloton. Maintenant, avec peut-être un peu plus de sérénité, un petit peu plus de bouteille. Quand je dis sérénité, c'est sur son avenir, parce que maintenant, il est pratiquement assuré d'être dans la meilleure équipe du plateau pendant un peu de temps. Oui, je dis meilleure équipe du plateau parce que même si Red Bull, c'est une super équipe en ce moment, il faut quand même s'incliner devant le génie et la surpuissance de Mercedes parce qu'ils ont toujours 2 ans d'avance sur tout, donc... Et même s'ils sont à la bourre, ils vont se rattraper en 2-2 parce que ils sont juste... ils vivent dans le futur, ces gars. Et en plus de ça, Russell pourra observer de très près le plus grand de son temps, même s'il a pu le faire un peu en 2017, quand il était pilote réserviste ou je sais plus quoi de Mercedes. Là, je pense qu'il a compris qu'il était entre de bonnes mains pour au moins 2 bonnes saisons, je pense, et s'il est autant confiant dans ses habilités que son équipe, il devrait être libéré de beaucoup de pression, et je trouve que ça s'est senti sur la deuxième partie de saison, peut-être pas sur les derniers Grands Prix, parce que là, il avait l'air ailleurs, tu vois. Mais ses résultats cette année ont été bien convaincants, malgré ces quelques petites errances occasionnelles. Russell, j'ai hâte de voir ça en 2022 face à un pilote qui va en avoir gros sur la papate, et on va quitter Russell en 2021 sur une note de mi dièse. Et en parlant de petites errances occasionnelles, je veux parler d'un Valtteri Bottas qui m'a semblé, comme Pérez, alterner les très hauts et les très bas, mais peut-être des très hauts moins hauts et des très bas un peu moins bas. Je pense à Bakou, Imola, Sochi ou Austin pour les week-ends où son existence était oubliable. Toujours, peut-être à cause de ses difficultés à remonter dans le peloton. Après Bakou, apparemment, c'était complètement la voiture qui était à côté, mais bon. J'espère pour lui qu'il sera plus à l'aise dans les Alfa Romeo de 2022, parce que je doute très fortement qu'il ait le luxe de partir en haut de la grille cette saison. Donc, en gros,
il va se rappeler de ce que c'est de partir dans le peloton et certains pilotes, je pense peut-être à Barrichello qui, quand il est reparti dans le milieu de grille, il s'en est très bien sorti. D'autres qui s'en sont beaucoup moins sortis. Mais bon, on verra pour Bottas ce que ça va donner. Le balayage des Red Bull et de Norris en Hongrie, je pense pas que ce soit utile de le rappeler parce que dans ces conditions, pour moi, voilà, c'est partir à la faute, ça peut arriver. C'est juste que ça me permet de souligner les départs, les très mauvais envols qu'il a pu avoir. Mais Hamilton, il en a pas été exempt cette année, et j'en viens me demander si c'est pas propre à l'embrayage de la voiture, parce que l'an dernier, si vous vous souvenez, c'était les Red Bull qui avaient des départs horribles, donc là c'est peut-être totalement mécanique, je sais pas. Je ne peux que le comprendre ainsi. Paradoxalement, sa meilleure prestation de l'année, ça a peut-être été l'Italie, où un an plus tôt, il laissait des McLaren, AlphaTauri et Racing Point gentiment finir devant lui, tout en se plaignant de la nouvelle réglementation quant au mode moteur, et là, il a enchaîné les tours de magicien. Alors certes, il avait un nouveau moteur, mais il a enfilé un tour de maître pour sa dernière tentative en Q3, et le dimanche, il allait chercher le résultat. On se doit aussi d'applaudir sa prestation en Turquie, parce que après la pole gâchée au Portugal, quand il a laissé gagner Hamilton et Verstappen, là, il a dominé comme jamais dans des conditions difficiles et avec le meilleur tour. Pourquoi t'as pas fait ça plus souvent dans ta carrière? Pardon. Et au milieu de ça, il a eu des courses solides, un peu loin des deux caïds du plateau, certes, mais où il a pu aider Mercedes à prendre un 8e titre constructeur, et c'est ce genre de prestation qui, à chaque fois, me frustre à me dire qu'il est un petit rien d'être un Rosberg, mais pas un Rosberg champion. Je pense à un Weber, un Perez, un Barrichello, sans dire qu'il doit être dans la lutte au titre impérativement. La Formule 1, c'est pas juste aller vite, parce que ça, il le fait très bien en général, mais c'est aussi savoir se battre en piste, savoir remettre les autres à leur place avec fermeté à 250 km/h. Bonjour, je suis Valtteri Bottas, j'ai une Mercedes, et maintenant t'es derrière moi. Et pas, excuse-moi, Leclerc, ouais, je peux, non. C'est ce qui, voilà. Donc c'est pour ça, je ne le mets que 9e avec une note de 63. Résumer la saison de Ocon à sa première victoire en Formule 1 serait peut-être une évidence simple à démontrer, mais ce serait une profonde injustice à sa saison. Il manque de flamboyance face à son coéquipier, certes, mais tel un Sainz ou un Bottas ou une personne retraitée dans les transports en commun à 7h du matin, il est toujours là. Excusez-moi, c'est devenu personnel. Alors, on peut parler des occasions qu'il a maximisées à Budapest, à Jeddah, mais il a aussi démontré une super gestion de course, étant le seul pilote en un arrêt à entrer dans les points en Espagne, le seul à être en 0 arrêt, à finir dans les points en Turquie, et si j'admets qu'il manque de flamboyance dans le peloton, le fait est qu'il sait bien défendre son beefsteak, et par beefsteak je veux dire position en piste, mais encore une fois, il sait très bien gérer ses dimanches, avec de belles qualifications en prime, nous rappelant ses belles heures Force India. Alors sa saison n'a pas été sans cette petite phase de vide, peut-être sur la tournée autrichienne, Bakou et... je sais plus, mais ça faisait suite aux plaintes des pilotes quant à la nouvelle direction assistée de la voiture, tout ça. Il y avait aussi des grosses suspicions de châssis, et avec un nouveau châssis, il était de retour dans les points à Silverstone, et en plus de ça, il ne se sera pas fait détruire par Alonso, contrairement à ce que certains astrologues l'annonçaient, donc voilà, moi cette saison, Ocon, je lui mets un maillot jaune. Et puisqu'on parle un peu d'Ocon, j'ai envie de profiter un peu de l'occasion de vous parler à nouveau du livre Alpine F1 Team Inside, paru en novembre dernier aux éditions Amphora. Cet ouvrage lourd en passion est le résultat du début d'une introspection au sein de l'écurie, dans les usines de Enstone et Viry-Châtillon. Et j'ai dit le début, bah oui, parce que si ce tome a pour sous-titre saison 1 la genèse, c'est parce que tu peux t'attendre à suivre l'évolution de l'équipe dans de futures éditions. Des premiers tours de roue de Fernando Alonso à la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie, vous saurez tout sur les coulisses d'Alpine, entre des entretiens inédits pour vous plonger dans le monde bleu de l'équipe, de la technique à la logistique. Vous pouvez trouver cet ouvrage dans n'importe quelle librairie qui se respecte, ou en ligne et directement sur le site des éditions Amphora, ou encore si j'avais un lien affilié Amazon, parce que j'oublie toujours de le faire, je vous l'aurais mis en description, mais je vais pas le faire du coup.
Je vais grouper les pilotes Ferrari parce que j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même et je trouve que leur saison se répond plutôt bien. À choisir, je vais commencer par Carlos qui m'a ravi parce que honnêtement, j'avais un peu l'impression de passer pour un con hein, l'an dernier quand je disais que ouais, mais il va être dans le coup, tout. Là, les affaires numéro 1, numéro 2, c'est des conneries, tout. Waf. Oui, non, parce que quand t'es dans le peloton et que tu joues les points comme ça allait être le cas pour Ferrari, hein, ils allaient pas jouer le titre, t'as pas besoin de favoriser quelques pilotes qui soient, t'as juste besoin d'une bonne voiture. Et ils ont eu une voiture pas mal cette année. Donc pour Sainz, son approche de travail qui avait tant marché chez McLaren, bah, il l'a reproduit chez Ferrari, ça lui a permis de se remettre dans le rythme très vite. Et je trouve qu'on sent l'évolution. On est loin du Sainz de 2018 qui était régulier sans être remarquable. Et même de 2019, je osais dire. Mais je dirais que ses prestations sont plus solides. Il a eu un début de saison un peu timide, avouant avoir un peu peur d'attaquer. Et avec ses quelques séries de crash en milieu de saison en essai libre 3, on peut commencer à avoir un peu une phase de transition où il a un peu relevé le niveau en qualification après. Pour parler un petit peu des points un peu négatifs, je reste totalement bloqué sur la Hongrie, je suis désolé. Je reste bloqué sur l'idée que c'était possible de gagner là-bas pour moi. Mon avis se base sur le fait que si la Ferrari était pas le plus à l'aise sur le tracé, elle était certainement plus performante qu'une Alpine et une Aston Martin, qui plus est, étaient en train de se battre, donc de perdre du temps. Et je vais peut-être continuer de pinailler, mais on est sur un tracé où il est difficile de doubler, certes, je l'admets, mais il a perdu tellement de temps derrière Tsunoda et Latifi en début de course que ça l'a pas aidé en fin d'épreuve, et en fin d'épreuve, il s'est fait bouffer par Hamilton. Et j'aurais pas de problème avec le fait qu'il se fasse dégommer par Hamilton si Hamilton avait pas passé 14 tours coincé derrière une Alpine, tu vois. Mais comme je dis, je cherche peut-être la petite bête, je sais pas, mais c'est juste parce que j'ai ce sentiment que la Hongrie, ça aurait pu être ce jour, et après, j'oublie pas qu'il s'était crashé en Q2 ce jour-là, donc, enfin, le samedi, du coup, peut-être il y a une histoire de confiance qu'il a dû reconstruire un peu en début d'épreuve, parce que, un pilote qui se crash, ça perd vite confiance, surtout en qualification. Il n'y a pas de roulage entre la qualif et la course. Donc, le mec, il prend le départ, et la dernière fois qu'il est monté dans la voiture, il l'a mise dans le mur, tu vois, donc, il y a aussi une phase un peu de reconstruction qui a peut-être joué, je sais pas. Mais après, sinon, le reste de sa saison, comme je l'ai dit, ça a été plus que très bien, jamais en deçà des attentes. Et pour parler de l'équipier Leclerc, j'en ai le même souvenir, avec peut-être des hauts plus hauts et des bas plus bas, ou des chaussettes. Les bas, chaussettes, t'as compris, c'est pas drôle. Mais globalement, un bon ensemble avec une bonne amélioration en rythme de course. Mais j'ai trouvé ces week-ends plus homogènes et moins tournés sur le samedi au fil de la saison, parce que je lis souvent que Leclerc est un bon pilote en qualification et pas terrible en course, et que c'est à cause de ça qu'il perd face à Sainz au championnat, qui confirme pas les promesses de jadis, etc. Encore une fois, je suis peut-être seul au monde et j'aurais l'habitude, mais c'est pas grave. J'ai peut-être raté un truc, je suis peut-être pas à la page, mais j'avais un petit peu de mal avec cet a priori, et en me replongeant dans la saison pour préparer tout ça, je suis même encore plus convaincu que Leclerc a fait un meilleur boulot en course qu'en qualification cette année. Il bat Sainz 14-6 en course. Il y a 2 grands prix qui manquent, du coup, dans cette comparaison. 14-6, c'est 20 grands prix. Il manque Monaco et la Hongrie. Et lors de ces 2 grands prix, Sainz, il marque 33 points. Leclerc, il faut pas non plus lui enlever la faute du départ en Styrie. Après, il s'est très bien racheté au drapeau à damier puisqu'il finit derrière Sainz en piste à 12 secondes, alors qu'il était bon dernier en début de course. Il y a évidemment Monaco, alors tout autant qu'on peut se demander pourquoi Ferrari a raté ou pas complètement pu reprendre la voiture. À aucun moment Ferrari aurait dû avoir à réparer la voiture si c'était pas crashé en qualif, tu vois. À part ça, honnêtement, sur la saison, je vois que la France et Abu Dhabi, où il m'a pas semblé dans le coup. Sur le reste de la saison, je l'ai pas senti décevant, j'ai même eu l'impression qu'il maximisait bien ses résultats. Pour les autres points négatifs, je le trouve peut-être un peu timide en défense. Je pense à Imola où il perd le podium, à Monza aussi, où même si c'est face à une Mercedes, à Silverstone aussi, je l'ai pas trop senti très très défensif, ou c'est pas qu'il l'était pas, mais c'était pas du niveau Pérezien ou Alonso 1.
Ça se dit pas alonsoien, je crois. Mais bon, c'est un petit point noir que je soulève, mais je suis pas persuadé que ça a eu un gros impact au final. La statistique amusante que je voulais souligner aussi, dans la comparaison entre les deux pilotes, c'est voilà, 4 podiums à 1 en faveur de Sainz, mais donc ces 4 podiums, lorsque Sainz enregistre ses 4 podiums, Leclerc enregistre ses pires résultats de l'année. Donc il y a les 2 abandons, l'arrivée hors des points en Russie avec la loterie de fin de course sous la pluie, et sa 10e place à Abu Dhabi avec son pari tenté quand il a voulu faire un 2e arrêt. Alors j'ai pas compté la France parce que c'était nul la France. Donc en gros, en 4 Grands Prix, sur ces 4 Grands Prix, Sainz a fait 63 à 1. C'est une sacrée raclée ça. Et après, si tu ajoutes les 4 meilleurs résultats de Leclerc, il marque 54 points sur ces 4 meilleurs résultats. Donc c'est peut-être ma perception qui est totalement foirée, ce qui est totalement possible, mais j'ai plus l'impression que c'était lui le plus régulier en course face à Sainz. Donc voilà, mais bon, tout ça pour dire que, quitte à les noter, je leur donne un numéro 2 chacun. Je place Nando Alonso 5e, est-ce le péché d'idolâtrie, le choc de l'avoir vu réaliser de si belles choses cette année, je sais pas, mais si mon but était d'être objectif, je ferais pas un top et je donnerais pas des notes qui n'ont aucun sens. Son gros péché en début de saison, c'était la qualification, et même sur la seconde moitié de saison, il a pu tirer 2-3 belles perfs, mais il n'a plus 20 ans, et la qualification, ça n'a pas nécessairement été l'art qu'il perfectionnait le mieux. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis que, en termes de perfection de la qualification, c'est peut-être pas lui qui était le meilleur dans cet art, voilà, dans ses grands jours. Mais comme je le disais, il a toujours fait amende honorable le dimanche, à part à Monaco. Bah ouais, parce que là-bas, tu fais des mauvaises qualifs, bah ça se paye. En Belgique aussi, parce que c'est les 2 seuls week-ends de l'année où le samedi donne des points. En Espagne, il n'a pas eu de bol parce qu'il a tenté la stratégie à un arrêt que Ocon, lui, a su faire marcher. La Turquie, il s'est fait Gasly au départ, donc il n'a pas pu conclure une belle qualif. Et ensuite, l'Arabie Saoudite, donc voilà, ça. De ces 5 courses que je viens de dire, t'enlèves la Belgique, parce que voilà, ça fait 4 drapeaux à damier où il termine hors des points. Et sachant que je compte pas les DNF, enfin les abandons techniques à Austin et à Bahreïn. Au compteur final, il termine que quelques points devant son coéquipier, mais on pourra mettre à son crédit que Ocon a plus capitalisé sur les grosses opportunités que lui, la Hongrie, Jeddah, tout ça. Son retour sur le podium au Qatar a ravi plus d'un fan à travers le monde, je pense. Et s'il faut forcément qu'il y ait des problèmes au Red Bull et Mercedes pour compter sur un podium en général, il m'a semblé être en mesure de le mériter tout au long du week-end. Si j'avais à choisir un point fort de l'année, ce serait peut-être même celui-là, justement, parce que tout son week-end a été super, quoi. Il y a eu évidemment sur le reste de la saison, on a eu le rappel de son intelligence défensive en Hongrie, de son intelligence agressive en Russell. Si vous aimez ce genre de duel, chasseur-chassé, et que vous pouvez regarder F1 TV, enfin, foncez... alors je sais plus si c'était la Styrie ou la Hongrie, excusez-moi, parce que c'est... voilà. Mais allez vous caler sur la caméra embarquée de Alonso dans les derniers tours, et à chaque opportunité de dépassement, enfin à chaque freinage, il va tenter une trajectoire différente, et je trouve ça génial à regarder, quoi. De même que son départ arrêté dans les derniers tours à Bakou, il gagne 15 000 places ou je sais pas quoi, les luttes pendant le sprint à Silverstone, tout ça, de belles choses un peu dans le peloton, une grande intelligence de ce côté-là. Pour moi, il reste encore le pinacle de l'art de la lutte en piste, avec peut-être Hamilton, je dirais, si ce n'est que Hamilton, je pense, un petit peu plus subtil dans ses attaques. Je ne dirais pas non plus que sa saison était parfaite, loin de là. Il y a eu quelques week-ends un peu loin, certains où il a mis des points malgré tout, mais où on le sentait pas nécessairement là face à Ocon. Mais je resterai, encore une fois, toujours admiratif de son acharnement en piste, et j'ai envie de conclure avec la Russie. Alors, je suis peut-être, encore une fois, seul sur ce coup-là, je sais pas, parce que j'ai pas entendu beaucoup de monde en parler. Alors, j'ai lu plein de trucs, hein, sur ce qu'il a fait en Russie, mais en termes d'émissions que j'écoute sur l'internet, j'ai pas entendu grand monde en parler, pour être honnête, donc je suis peut-être le seul là-dessus, mais cette triche légale
du premier freinage où il coupe la piste en respectant les protocoles de la FIA et rend les places qu'il a gagnées hors de la piste sans avoir à rendre celles qu'il a eues en ne freinant pas, tu vois. Là, je trouve que il y a un pilote qui démontre par l'absurde qu'il y a un truc qui marche pas dans le règlement, et moi j'adore l'absurde, donc pour ça je lui mets la note de 1 million. Vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? La balance me semble toujours un peu difficile à trouver pour interpréter les performances de Pierre Gasly, mais je le mets quand même dans mon top 4. Alors tu peux avoir l'interprétation parfaitement neutre, parce qu'il a une voiture pas mauvaise du tout, et le côté adorateur aveugle, qui est en extase aveugle devant ses performances. Je pense que la vérité se trouve un petit peu au milieu, parce que AlphaTauri avait une très bonne voiture cette année, avec un châssis qu'ils ont réussi à réarranger sans gaspiller de jetons de développement. C'est une des rares équipes qui l'a fait, de mémoire. En plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des arrangements plus forts avec Red Bull, parce que Red Bull ne s'est jamais remis de l'affaire des Mercedes Rose. Ils se sont dit, bon, on va faire pareil, nous, avec AlphaTauri, tout ça. Mais la voiture était bonne. Voilà. Très bonne. Sur un tour. En rythme de course, par contre, c'est totalement différent. La gestion des pneumatiques était compliquée, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'en vouloir à Tsunoda, parce que même si ce qu'il a fait est insuffisant, ça a pas dû être simple non plus d'évoluer en course avec une voiture qui semblait avoir une fenêtre d'optimisation des gommes assez particulière. Mais les performances de Gasly ont démontré qu'il savait extraire le potentiel de sa machine, et si j'admets avoir été un peu frustré de pas l'avoir trop vu cette saison, il a fait d'excellents résultats, hein. Alors quand je dis qu'on l'a pas trop vu, et c'est peut-être aussi ce que je veux dire pour des pilotes comme Sainz, tout ça, c'est pas méchant, c'est dans le sens où on le voit pas beaucoup, parce qu'il est tout seul, alors que l'an dernier, Gasly, on le voyait souvent se battre dans le peloton, un peu en mode Ricciardo en Italie, il y avait rien à montrer, il était tout seul en tête, on l'a vu 2-3 fois, et puis voilà. Donc c'est ce que je veux dire, mais globalement, super qualif, en course, je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, donc voilà, ça mérite un 11. Bon, alors je taquinais un petit peu tout à l'heure lorsque je parlais de chiffres sur Norris, tout ça, machin, la Styrie, Abu Dhabi, Ricciardo a mis plus de points, mais les chiffres ne prennent pas non plus en compte certains faits, et si Norris était un peu la star du début de saison, j'ai le sentiment qu'avec le déclin de McLaren, on a moins remarqué qu'il existait. Il a perdu des gros points pourtant à Abu Dhabi ou au Qatar sur des crevaisons surprises où il semblait faire vraiment des bons week-ends. À Jeddah, il s'est fait avoir par la safety car en début de course. Au Mexique et au Brésil, il arrive à sauver un point en étant dernier au premier tour ou à la fin du premier tour, même si au Brésil c'était un peu de sa faute. En Turquie, il a sauvé l'honneur quand Ricciardo s'est noyé, et peut-être, hélas, le gros point qu'on voudra retenir, ce sera pas le podium qui va chercher au talent à Imola, ou sa défense sublime face à Hamilton en Autriche, mais son crash en Q3 à Spa, dans les conditions absurdes qu'on connaît, et la déchéance des derniers tours de Sochi. Encore une fois, les 3 derniers tours de Sochi, ça relève de la divination. C'est-à-dire que si t'as pas pris l'option en 3e année à Poudlard, tu sais pas ce qui va se passer. Parce que si au moment où Hamilton entre, et que le niveau d'eau ne monte plus, bah, il s'arrête de pleuvoir ou tu sais pas quoi, et que Norris gagne et Hamilton termine 7e, bah c'est Hamilton qu'on va traiter de débile, et Norris, on va dire, bah ouais, mais c'est logique de rester en piste et tout, machin. Donc non. Alors malgré tout, on sait à quel point Ricciardo a détesté cette McLaren, qu'il n'a pas été une référence digne de ce nom pour Lando, mais je trouve qu'en termes de gestion de course, en termes de rythme de qualif, de défense, d'attaque, il a prouvé beaucoup de choses cette année, et je sais pas pourquoi, j'arrive toujours pas à trouver cette étincelle que je vois chez des Leclerc, Russell et tout. Peut-être il y a un côté Button, tu vois, je me dis, je sais pas. Parce que Button était très très bon, hein. C'est juste qu'il a jamais transpiré cette aura qu'ont eu des Raikkonen, Alonso, tout ça. Mais bon, j'ai quand même envie pour moi, c'est le 3e homme de cette saison. Voilà, c'est mon avis, et c'est pour ça que je lui mets une médaille d'or. Congratulations to Michael, because he closed on his condo, so gold medal. Ensuite, en 2e position, Lewis Hamilton. Pardon. Max Verstappen. J'arrive à pas me mettre d'accord, du coup, je les ai mis tous les deux 2e. Et puis surtout, j'avais pas envie de me forcer à
à choisir un vainqueur entre les deux parce que je sais qu'il y aura plein de commentaires et bien sûr que moi je fais pas ça pour parler dans le vide mais pour échanger dans les commentaires après, mais c'est juste que je n'aurai ni les arguments et encore moins la force de justifier mon choix face aux insultes de certains écervelés qui se reconnaîtront d'ailleurs par peut-être coucou parce que j'aurais mis Hamilton ou Verstappen devant l'autre, je sais pas. Voilà. Après, je vais certainement me faire insulter parce que j'ai pas pris de décision, mais je trouve ça va bien de les mettre ensemble. Du coup, je vais commencer par... bon, allez, comment on dit, honneur aux dames, donc je vais... Ah bah non, ça marche pas. Aux dames, ça marche comment? C'est les blancs qui commencent... Ah non, je vais pas aller sur ce terrain-là, je vais avoir des problèmes. On va faire par ordre alphabétique. On va pas jouer aux dames, on va faire par ordre alphabétique. Donc Hamilton, du coup. Hamilton, H devant le V. De son aveu, Seigneur Hamilton n'était pas à son meilleur en début de saison, des restes de sa contamination aux monétisations virus en décembre 2020, mais le gars fait quand même le meilleur début de saison de sa carrière, avec 3 victoires en 4 courses. Alors Bahreïn restera controversé avec cette bêtise des limites de piste, mais bon, la FIA s'est rattrapée en fin de saison. Bon, ils ont fait une nouvelle polémique, mais en inversant les places, mais ils se sont rattrapés de Bahreïn. D'ailleurs, c'est ce que je trouve exceptionnel, c'est que si t'inverses les courses du championnat, ça finit toujours par une controverse débile. Mais on va pas reparler de ça, pitié. Je trouve ça juste drôle de le rappeler, voilà. On a vu un Hamilton totalement desséché sur le podium de Budapest, pardon, et quand tu sais à quel point il a plu avant le Grand Prix, ça montre à quel point il était en galère physiquement, Hamilton. Desséché, pluie, tout ça. Mais comme le disait Alonso dans Beyond the Grid, on est tellement bien préparé, tout ça, t'es tellement focalisé sur ton boulot, que la fatigue, la maladie, l'âge, tout ça, tu ressens les effets qu'après la course. Enfin, c'est en tout cas ce qu'Alonso disait... quand il parlait de ses blessures, quand il parlait du décalage horaire, du fait qu'il vieillit simplement, il disait ça affecte pas ses performances, ça affecte juste son temps de récupération. Et puis, il faut dire ce qui est pour Hamilton, parce que là je parle de la Hongrie, mais je m'égare, il a fait une super remontée en Hongrie, Hamilton. Si on doit, ou du moins je dois, parce que c'est plus ou moins mon boulot, éclaircir quelques prestations un peu tristes, je partirai évidemment sur Monaco, il n'a pas pu trouver le réglage qui lui allait, le petit doigt aussi qui a glissé à Bakou, alors je sais pas lequel c'était, mais celui qui a ruiné sa fin de course, parce qu'à Bakou il faisait une bonne course, hein, vu le rythme que Mercedes avait ce jour-là, il était en lutte pour de très gros points. À Monza, il s'est pas facilité la vie avec des mauvais envols au sprint et en course. La Turquie, je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu mieux que ce qu'il a eu, mais bon. Si je cherche des trucs à redire, honnêtement, là, c'est parce que le reste de la saison est intact. Enfin, il sort toujours quelques petits miracles en qualification. Je sais même plus, il a 79 ans, bon, il sort toujours des trucs. J'exagère un petit peu, certes, il est toujours moins vieux que Raikkonen et Alonso. Il arrive quand même toujours à étonner en qualification, c'est ça que je soulignais. Il arrive toujours à étonner quand la machine n'est pas dans le coup, je pense au Mexique où là c'était un désastre et quand même il a réussi à sauver la 2e place en se protégeant de Pérez. Il a eu sa remontée en Russie qui était incroyable à voir honnêtement, et évidemment celle du Brésil qui là était ça va entrer parmi les plus belles victoires de sa carrière, je pense. Et pour parler de Verstappen, du coup, j'en dirai autant, si ce n'est mieux, parce que je suis incapable de nommer une seule course où Verstappen n'a pas été dans le coup. On peut dire que la Red Bull était très forte cette année, mais il y a quand même eu des courses où, face à la Mercedes, il y avait un vrai écart, et quand même, il a toujours réussi à prendre que des 2e places cette année, sauf la Hongrie, où c'est déjà un miracle qu'il ait terminé le Grand Prix quand on voit les dégâts qu'il avait subis. On peut se dire que sans la pluie en Russie, Verstappen serait jamais monté sur le podium, que sans l'accrochage avec Hamilton en Italie, il aurait certainement pas terminé sur le podium parce que la Red Bull était à la ramasse face aux McLaren et aux Mercedes, et là c'est que de la ligne droite, tu peux rien faire. La seule chose qui m'empêche de le placer au-dessus, honnêtement, parce que je pense qu'en termes de performance, Verstappen a été du début à la fin 20 sur 20 pratiquement,
Le seul truc qui m'embête, c'est le côté brouillon et limite dans les duels roue contre roue. Alors c'est une évidence, mais j'ai l'impression d'être retombé 3-4 ans en arrière sur le Verstappen pré-2018, celui qui force les dépassements au chantage Senna-esque, c'est-à-dire je passe ou je crache, et je suis le premier à aimer que les pilotes soient costauds en piste, c'est ce que je dis depuis pratiquement bordel 1 heure. Je pense juste qu'il y a une limite à ne pas franchir, une limite qu'il a dépassée peut-être un peu trop souvent cette année, et je reste sur l'idée que les incidents de Silverstone et Monza, c'est la simple conséquence de 2 pilotes qui se battent en piste. Mais Jeddah, Interlagos et honnêtement, avec un peu de recul, la manœuvre de Abu Dhabi, ça m'a pas mal exaspéré. J'ai envie de mettre ça plus sur le compte d'un jeune qui a perdu l'habitude de ce que c'est de ressentir de la pression et qui, je l'espère, aura moins de stress avec le numéro 1 sur son museau en 2022. Hamilton et Verstappen ont démontré qu'ils appartiennent à une autre catégorie de pilotes tout au long de la saison, et si j'ai passé 3 heures de domination à comprendre que voir un pilote se tailler tout seul à 15 secondes en 12 tours en début de course, c'est chiant, 2021 m'a rappelé que ça peut être très drôle s'ils sont de deux équipes différentes à faire ça. Et pour finir en première position, Burt Maylander, alors évidemment, qui d'autre mettre pour cette saison en tant que numéro 1 ? Il y a eu pas mal d'erreurs niveau stratégie, mais là on va plus mettre ça sur la faute du département contrôlé par Michael Masi qui semblait manquer de cohérence interne. Mais après en termes de rythme, voilà, il y a eu une très bonne gestion de ce qu'il pouvait faire avec sa machine. Aucune erreur. Très bonne maîtrise des 2 voitures, Aston Martin et Mercedes. Seule déception, ça va être la Belgique, où là c'était Alan Van der Merwe, dans la voiture médicale qui, c'est lui qui a enchaîné les tours pendant que Maylanders la coulait douce au stand. À part ça, il y a eu une super saison du quadragénaire allemand. Il a mené tous les grands prix auxquels il a pris part. Là, je vois 39 tours menés sur 15 interventions. C'est plus que très bien. Je pense qu'il a fait l'absolu maximum de ce qu'il pouvait faire à la vue de ce qu'on équipe lui donnait. Et j'ai très hâte de le retrouver en 2022 avec, peut-être, je l'espère, une équipe stratégiste un petit peu mieux organisée. Allez, j'ai assez dit de bêtises pour aujourd'hui. Je te retrouve en commentaire pour qu'on puisse se disputer passionnément, mais respectueusement. Je t'invite à essayer de faire ce que tous les youtubeurs te disent de faire si t'as envie de faire quoi que ce soit pour contribuer positivement à cette chaîne. Puisqu'on en parle depuis longtemps, je te confirme que la dernière partie de la rétro historique de Fangio Hamilton, elle va exister. Oui, oui, bien sûr. Elle arrive dans les prochaines semaines, je vais tabler sur début février. Moi, je rappelle que je fais tout ça pour la passion pendant mon temps libre, et avec la fin de saison qu'on a eue, j'ai eu besoin de prendre une petite pause sur mon activité de repos. Et surtout, en vrai, là, je suis en train d'y aller en mode full berserker. J'en ai plus rien à faire, quoi. Je regarde plus la durée. Là, je crois que j'ai fait un épilogue de 10 minutes. Voilà, à peu près. Mais en attendant, il y a toujours les 3 parties précédentes que tu peux aller découvrir si c'est pas fait. Ou les redécouvrir, voilà, je vais essayer de poster ça un week-end, donc si t'as 1 heure supplémentaire à tuer, voilà. J'essaye de plus en plus de faire du site Formule Blabla une extension de la chaîne avec des statistiques, des anecdotes historiques, et je l'espère d'autres trucs pendant l'année. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. Je rappelle que le shop Formule Blabla est de retour pour vous jouer peut-être un mauvais tour. J'ai pas d'accessoires sous la main, c'est complètement débile. Histoire que je touche ma commission de 60, parce que j'aime bien m'amuser à faire des trucs débiles pendant mon temps libre aussi. Même si je fais déjà ça pendant mon temps libre. Bref, merci YouTube, couche-toi tôt, prends un pull quand tu sors parce que dehors il fait froid, fais attention en traversant, et bisous!